Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module du MOOC sur les fondamentaux de l'exercice des mandats locaux. Cette fois, nous allons parler de budget et plus spécialement des dispositions qui s'appliquent en matière budgétaire pendant cette année 2020 si particulière. Particulière d'une part parce qu'il s'agit d'une année d'élection municipale et d'autre part car nous faisons face à une crise sanitaire majeure qui a conduit les pouvoirs publics à édicter de nouvelles règles et un nouvel environnement juridique qui va s'imposer aux collectivités pour 2020. Cette présentation tiendra donc compte des spécificités liées à cette crise, à l'urgence sanitaire mise en place depuis la mi-mars. Cette présentation est découpée en 5 parties. Première partie, un peu générale, les conséquences du report du second tour des municipales. Deuxième partie, le service finance pendant cette période du Covid-19. Troisième partie, le nouveau calendrier budgétaire et fiscal qui s'impose en 2020. Quatrième partie, les principes budgétaires et leur application. Et enfin, en cinquième partie, l'analyse du budget. Les premières parties 1, 2, 3 intègrent les spécificités liées à la crise sanitaire. Et les parties 4 et 5 ne sont pas pour le moment modifiées par la situation actuelle. Alors première conséquence, tous les élus des élections de 2014 voient leur mandat prorogé afin d'assurer la continuité des services publics locaux. Les équipes municipales dont l'élection a été acquise au premier tour, ce qui est le cas dans plus de 30 000 communes, ne prennent pas immédiatement leurs fonctions. Un rapport du gouvernement indiquera fin mai s'il est possible d'installer les conseils municipaux au regard des conditions sanitaires. Il reste 5 000 communes environ qui devront procéder au second tour des élections dont la date dépend de l'évolution de la situation sanitaire. Les EPCI connaissent aussi une prorogation du conseil communautaire sortant et de son exécutif, ainsi que de leurs représentants dans les organismes extérieurs. Pour la période transitoire entre les deux tours, un conseil communautaire mixte avec des candidats nouvellement élus dans leur commune et des candidats de l'ancienne majorité sera mis en place. Les conséquences en matière de délégation et d'indemnité. Alors là, ce sont deux ordonnances qui précisent les choses. L'ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 et l'ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020. Pendant la durée de l'état d'urgence, afin de favoriser la continuité de l'action publique, les exécutifs locaux exercent par une délégation de plein droit la quasi-totalité des attributions que les assemblées délibérantes peuvent leur déléguer. De plus, les délégations attribuées par l'assemblée délibérante de 2014 aux maires prorogés sont rétablies et restent valables jusqu'à l'entrée en fonction de la nouvelle équipe municipale. C'est pareil pour les délibérations classiques fixant les indemnités des élus et les emplois de cabinet. Dans une note gouvernementale, il a aussi été précisé que l'Assemblée délibérante ne pouvait être convoquée et réunie que pour des motifs de nature exceptionnelle pendant la durée du confinement. En ce qui concerne les modalités de réunion et de vote de l'organe délibérant. Alors, des dispositions d'assouplissement ont été prises pour fixer de nouvelles modalités de réunion et de vote de l'organe délibérant. Difficile néanmoins à mettre en place dans un grand nombre de collectivités. Ainsi, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, le quorum nécessaire pour que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics puissent délibérer valablement est abaissé au tiers des membres en exercice présents. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d'intervalle et peut alors délibérer sans condition de quorum. L'article 4 de la loi d'urgence autorise également les membres des organes délibérants à être porteurs de 2 pouvoirs, contre 1 actuellement, dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Il est possible de mettre en place un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance. Alors voyons maintenant plus précisément les dispositions concernant les services finances des collectivités. Alors tout d'abord, le principe essentiel de continuité du service public a été rappelé dans une lettre de recommandation datée du 21 mars 2020
adressée aux maires et présidents de diverses collectivités locales. Elle dresse un certain nombre de principes à adopter pour favoriser la continuité du service public. S'agissant des services financiers, les actions suivantes doivent être maintenues: service de paie aux agents, engagement des dépenses et règlement des factures. Plus particulièrement concernés, les EPCI doivent également maintenir leurs services de soutien aux entreprises et au secteur associatif. En revanche, les missions dites de suivi ou de contrôle peuvent être reportées. Des mesures de souplesse budgétaire ont été apportées. Une décision importante concernant les dépenses d'investissement. Si le budget 2020 n'est pas encore voté, les collectivités pourront cependant engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'année dans la limite de 100% de celle du budget de l'année précédente, et ce, sans autorisation de l'organe délibérant. Lors du vote du budget, il sera possible d'inscrire un montant de dépenses imprévues pour 2020 pouvant aller jusqu'à 15% des dépenses prévisionnelles de chaque section. En investissement, ces dépenses imprévues pourront être exceptionnellement financées par emprunt. Enfin, sur délibération, il sera possible de voter des crédits pour dépenses imprévues en cours de gestion. Avant le vote du budget, l'exécutif pourra procéder sans autorisation de l'organe délibérant à des mouvements de crédit entre chapitres, sans excéder 15% des dépenses de 2019. Il devra informer l'organe délibérant de ces mouvements de crédit dès le prochain conseil. Et ces mouvements entre chapitres ne devront pas excéder 15% des dépenses de 2019 de la section concernée. Autre mesure d'assouplissement, la possibilité d'emprunter. Les maires et les présidents d'EPCI maintenus en fonction pourront continuer à emprunter jusqu'à la prochaine réunion des nouveaux conseils municipaux ou communautaires. Cette faculté leur est conférée sous réserve d'être habilités par leurs organes délibérants. Les délégations sont ainsi prorogées jusqu'à la réunion du nouveau conseil. Les exécutifs locaux seront également en mesure de garantir les emprunts et d'avoir recours à des lignes de trésorerie sans avoir besoin d'une délibération au conseil. Par ailleurs, les candidats élus au premier tour, dont l'entrée en fonction est différée, doivent être destinataires de la copie de l'ensemble des décisions prises par le maire et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l'EPCI ou son remplaçant, et ce jusqu'à leur installation. Autre mesure d'assouplissement, la suspension de la contractualisation. Alors pour rappel, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a imposé aux collectivités dont les budgets sont les plus importants des contrats de maîtrise financière. Ceci avait pour but de les contraindre, sous peine de sanctions financières, à limiter l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement à plus 1,2% par an. En 2020, cette contrainte est suspendue afin de permettre aux collectivités de faire face à l'épidémie de Covid-19. Aucune sanction financière ne sera donc appliquée aux collectivités qui, cette année, dépasseraient l'objectif fixé dans leur contrat. Passons maintenant aux outils financiers et fiscaux de la collectivité face à la crise. Et tout d'abord, la suspension des loyers. Les collectivités peuvent décider de suspendre le paiement des loyers des personnes physiques et morales, entreprises, associations, sociétés, travailleurs indépendants, etc., particulièrement touchées par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, dont l'activité est exercée dans les locaux appartenant à la collectivité, bien sûr. Cette suspension des loyers n'est pas une exonération. Elle court jusqu'à un délai de 2 mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire. Les entreprises concernées sont celles qui réunissent les 3 conditions suivantes. L'effectif est inférieur ou égal à 10 salariés. Le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros. La perte de chiffre d'affaires est supérieure à 50% ou l'entreprise doit faire face à une fermeture administrative. Les collectivités pourront récupérer ces sommes selon un calendrier à déterminer avec la trésorerie chargée du recouvrement. La collectivité peut aussi choisir de ne pas émettre de titres et prendre la décision de ne mettre en recouvrement aucun loyer pour les mois de mars et d'avril 2020. Autre outil financier, le Fonds de solidarité pour les entreprises.
Il s'agit là d'aider les entreprises exerçant une activité particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid-19. Les critères d'éligibilité sont les mêmes que pour la suspension des loyers. Financé par l'État à hauteur de 750 millions d'euros et par les régions dont la contribution volontaire s'élève à 250 millions d'euros, le Fonds de solidarité a été créé pour une période de 3 mois, susceptible d'être prorogé par décret pour une durée maximale de 6 mois. Toute autre collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre peut y contribuer volontairement. Le montant et les modalités des contributions financières sont à définir par convention conclue entre l'État et chaque collectivité territoriale volontaire. En plus de ces outils financiers et fiscaux, de nombreuses collectivités ont décidé de prendre des mesures exceptionnelles supplémentaires pour aider les entreprises dans le cadre de la crise, comme la suspension de la mise en recouvrement de certaines redevances, les redevances d'occupation du domaine public, les redevances d'enlèvement des ordures ménagères, les redevances périscolaires, etc. Comme encore le décalage des délais de déclaration et de collecte de la taxe de séjour, ou encore la suspension du contrôle du stationnement, etc. Il faut rester vigilant sur ces mesures et rappeler qu'elles doivent être prises avec précaution en anticipant leurs coûts sur les finances de la collectivité territoriale elle-même. Alors la question des marchés publics, on va la traiter rapidement parce que cette question est déjà traitée dans un module précédent qui s'intitule « Les fondamentaux des marchés publics » et que je vous laisserai découvrir. Le principe qui prévaut, c'est la préservation et la protection des prestataires. Il faut donner aux acheteurs et aux collectivités concédantes la possibilité de continuer à travailler dans le cadre du PCA. L'ordonnance du 25 mars 2020 sur les règles de passation de procédure et d'exécution des contrats offre une grande souplesse, avec 2 limites toutefois qui ont été fixées. Être dans la nécessité de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie et des mesures prises pour la limiter. Et ça doit concerner des contrats en cours ou conclus durant la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, augmenté d'une durée de 2 mois. Les possibilités offertes sont importantes, je vous laisserai les découvrir dans le module consacré au marché public où vous pourrez prendre le temps de lire cette diapositive. Alors passons maintenant au nouveau calendrier budgétaire et fiscal qui s'impose pour cette année 2020. En ce qui concerne le vote du budget, si le budget n'est pas encore voté, il est possible aux exécutifs prorogés de proposer à leur conseil d'adopter le budget, en informant les nouveaux élus bien sûr, ou bien de ne pas adopter de budget, mais sur décision de l'exécutif de la collectivité, d'exécuter les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est possible d'engager les dépenses d'investissement également dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Si le budget est déjà voté, eh bien les maires et les présidents d'EPCI à fiscalité propre maintenus en fonction continuent à exécuter leur budget. Alors regardons de plus près ce nouveau calendrier budgétaire. Eh bien vous voyez que tout est reporté de 3 mois. La date limite de vote des taux est reportée au 3 juillet 2020. Il va s'agir de la taxe foncière, de la CFE, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou encore de la délibération qui concerne le produit à attendre de la taxe GEMAPI. La date limite de transmission du compte de gestion 2019 est fixée au 1er juillet. La date limite du vote du budget primitif 2020 et du compte administratif 2019 est fixée au 31 juillet. Alors, quid de l'articulation entre les débats d'orientation budgétaire et le vote du budget? Eh bien, il n'est plus possible d'invoquer la raison de la non-adoption du règlement pour se dispenser de tenir le DOB. Le règlement de la collectivité est automatiquement reconduit en début de mandat. Cette disposition est confirmée dans la loi d'état d'urgence sanitaire et les ordonnances. La rédaction du rapport d'orientation budgétaire et la tenue du débat restent obligatoires. Néanmoins, le DOB et le vote du budget pourront cette année avoir lieu le même jour pour éviter de convoquer plusieurs conseils dans une période où il est difficile de se réunir.
Pour autant, il conviendra de prendre deux délibérations distinctes. La première sur le vote du rapport d'orientation budgétaire et la seconde, votée ultérieurement, sur le vote du budget. Enfin, si le DOB a déjà eu lieu, mais pas le vote du budget, il apparaît inutile de refaire un débat. Ainsi, il sera par exemple possible d'organiser le vote du budget en juin 2020, même si le DOB a eu lieu en février 2020, puisque le délai de 2 mois est supprimé. Alors les collectivités peuvent se retrouver dans l'une de ces trois hypothèses. Soit la majorité sortante n'a ni procédé au DOB ni adopté le budget, soit elle a procédé au DOB mais n'a pas adopté le budget, soit elle a procédé au DOB et a déjà adopté le budget. Selon les cas, que se passe-t-il? Dans le premier et le second cas, la majorité sortante pourra procéder au DOB, le cas échéant, et au vote du budget en avril, pendant l'état d'urgence, selon des modalités adaptées, ou après, en mai-juin, selon les modalités classiques. La nouvelle équipe pourra également procéder au DOB et au vote du budget une fois installée à l'issue du second tour, si ce second tour intervient fin juin ou en juillet. Dans le troisième cas, celui d'un budget déjà adopté, l'exécutif local, qu'il soit constitué de l'ancienne ou de la nouvelle majorité, sera en mesure de modifier le budget voté à travers les décisions modificatives ou l'édiction d'un budget supplémentaire. À savoir, la nouvelle majorité élue n'est pas sollicitée pour tenir le débat ou voter le budget. Même si les conditions sont particulièrement difficiles en ce moment, c'est à l'Assemblée prorogée de procéder au DOB et de voter le budget si elle le souhaite. L'articulation budget, alors, concernant l'articulation budget primitif, compte administratif, ce point n'est pas spécifique à la situation actuelle. Le compte administratif et le budget primitif peuvent être votés à l'occasion d'un même conseil. Les résultats du compte administratif constatés à l'occasion de l'arrêté des comptes sont intégrés au budget primitif. Néanmoins, le compte administratif peut être voté après le budget primitif. Dans ce cas, la collectivité devra voter un budget supplémentaire pour intégrer les vrais résultats du compte administratif après délibération fixant l'affectation des résultats. Alors, concernant le vote des taux, quelle particularité pour 2020? Alors vous avez en rouge à gauche les contraintes et en vert à droite les possibilités. Parmi les contraintes, le taux de taxe d'habitation est gelé en 2020 à son niveau de 2019. En 2020, c'est bien la taxe foncière qui devient l'imposition pivot en matière de règles de lien entre les taux. La taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus que la taxe foncière sur les propriétés bâties, et l'évolution du taux de CFE dépend de celle des taxes foncières. Il est prévu la reprise par l'État sur les 12e de fiscalité pour les collectivités qui ont décidé d'augmenter leur taux en 2018 et 2019. Concernant les possibilités, les collectivités peuvent continuer de faire varier le produit attendu de leur taxe GEMAPI en dépit du gel du taux de la taxe d'habitation. Cela conduira à l'augmentation de la fiscalité sur les autres taxes. De même, elles peuvent continuer de faire varier la taxe foncière sur les propriétés bâties. Enfin, les collectivités pourront faire varier proportionnellement toutes les taxes, sauf la taxe d'habitation. Passons maintenant à des éléments qui ne sont pas spécifiques à la crise sanitaire et nous allons découvrir ensemble les principes qui régissent le budget communal. Premier principe, le principe d'annualité. Le budget est voté pour une année qui correspond à l'année civile avec certaines dérogations. Journées complémentaires, report, reste à réaliser, autorisation d'engagement et crédit de paiement pluriannuel, etc. Les résultats reportés doivent donner lieu à une délibération d'affectation du résultat. En 2020, exceptionnellement, comme nous l'avons expliqué précédemment, il est permis d'augmenter la part des crédits d'investissement pouvant être engagés, liquidés et mandatés tant que le budget n'est pas voté, ainsi que le pourcentage de dépenses imprévues. Second principe, le principe d'universalité.
Toutes les dépenses et recettes de la collectivité doivent être retracées dans un document budgétaire unique. Il existe des exceptions cependant. La création de budgets annexes en vue d'individualiser le suivi des comptes d'un service ou d'une activité précise, un SPIC, des budgets assujettis à TVA, etc. Cependant, la constitution d'un budget annexe n'est pas obligatoire pour le suivi financier et fiscal de l'exercice de la compétence GEMAPI ou la taxe de collecte des ordures ménagères. Cette année, pour soulager les entreprises et les particuliers, il sera possible de décider de modifier le taux de TEOM jusqu'au 3 juillet 2020. Autre principe, le principe d'équilibre réel. La section de fonctionnement et la section d'investissement doivent être votées à l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Cependant, n'est pas considéré comme déséquilibré un budget dont l'une, voire les deux sections, sont votées en suréquilibre, c'est-à-dire avec plus de recettes que nécessaire. Le principe d'équilibre réel suppose que le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir soit inférieur ou égal au montant des ressources propres. Enfin, l'épargne nette peut être négative si elle est couverte par certaines ressources propres d'investissement, comme le fonds de compensation de la TVA, la taxe locale d'équipement, des produits de cession, d'immobilisation, etc. Enfin, dernier principe, le principe de sincérité. Le principe de sincérité budgétaire renvoie à une notion de bonne foi. Il implique que toutes les dépenses obligatoires figurent dans le budget. La paie des agents, contributions obligatoires à d'autres collectivités, la dette, etc. Attention, le contrôle de légalité peut s'exercer sur la sincérité de l'équilibre budgétaire voté. Alors pour les communes de plus de 3500 habitants uniquement, le vote du budget doit être obligatoirement précédé de l'envoi d'une note explicative de synthèse aux conseillers municipaux. Le budget primitif peut s'éloigner des orientations contenues dans le rapport d'orientation budgétaire. Par exemple, augmentation de fiscalité plus importante que prévu dans les orientations budgétaires. La délibération sur un budget sans présentation des ratios obligatoires et sans état du personnel communal est illégale, d'où la nécessité de prévoir des annexes relativement complètes. Dernière partie de cette intervention, l'analyse budgétaire, car pour construire son budget, il faut le comprendre, et pour bien le comprendre, il faut l'analyser. Alors pour analyser son budget, retenons trois indicateurs normés. Le taux d'épargne brute, qui est la mesure du taux d'épargne pour autofinancer les dépenses d'investissement. Le ratio de capacité de désendettement, qui est la mesure du poids de la dette. Et le fonds de roulement en jours de dépenses, qui est la mesure du niveau de trésorerie de la collectivité. Pour vous aider dans cette analyse, vous disposez d'un outil développé par l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale qui permet d'effectuer des comparaisons entre communes. C'est un outil qui est facile à prendre en main, il est gratuit, donc il faut en profiter. Il peut vous aider à construire votre analyse en choisissant un échantillon de collectivité ou une collectivité que vous pouvez comparer à la vôtre. À partir de là, l'outil vous fournit une data visualisation dynamique et vous pouvez extraire les données individuelles de votre échantillon pour poursuivre vos propres analyses. À l'issue de l'état d'urgence sanitaire, un certain nombre de questions vont se poser. Par exemple, dans le cadre du projet de loi de finances, le PLF 2021, comment les collectivités locales seront-elles amenées à contribuer à la résorption du déficit né à l'occasion de la crise? La réforme de la fiscalité locale et la suppression pour tous de la taxe d'habitation seront-elles maintenues dans le calendrier actuel? Quel est l'avenir de la contractualisation financière mise en place en 2018, dont on a parlé précédemment, qui visait à limiter la croissance des dépenses de fonctionnement des collectivités? Et quels seront les impacts de la crise sur les budgets locaux, car les répercussions de la crise financière pourraient être significatives en 2020, voire 2022. Voilà quelques questions qui devront trouver très vite des réponses.
Et nous voilà arrivés à la fin de cette présentation qui a été préparée par les équipes de Territoire Conseil. Territoire Conseil qui est un service de renseignement de la Caisse de dépôt qui est accessible gratuitement à toutes les communes de moins de 10 000 habitants. Vous pourrez trouver sur le site de la Banque des Territoires, dans l'espace Territoire Conseil, un certain nombre de renseignements complémentaires.